Bonjour, on va apprendre dans cette vidéo comment calculer l'aire d'un domaine sous une courbe. L'aire d'un domaine limité par une courbe, n'importe quelle courbe, l'axe des abscisses et bien sûr deux droites verticales, par exemple dans ce cas x égale 0, x égale 1. On va apprendre ça à l'aide d'un exemple. Je veux considérer la fonction exponentielle. Voilà, je considère la fonction exponentielle définie sur l'intervalle 0, 1. Mon but, c'est calculer l'aire de ce domaine. On va voir comment on calcule ça. On a appris bien sûr au collège que si on a un carré, l'aire c'est côté fois côté. Si on a un rectangle, l'aire c'est longueur fois largeur. Si on a un triangle, c'est hauteur fois base divisé par 2. On sait chercher l'aire des figures géométriques particulières, mais on ne sait pas comment chercher l'aire d'un domaine, surtout si on a une courbe comme la courbe de la fonction exponentielle. Donc, lorsque je dis je veux calculer l'aire de ce domaine, c'est-à-dire je veux voir que ce domaine, l'aire de ce domaine, c'est combien d'unités d'aire. Combien d'unités d'aire? Par exemple, si on a un carré de côté 1 cm, là, l'unité d'aire, c'est 1 cm carré. D'accord. Voyons comment on fait ça. La méthode est la suivante. Je veux essayer de dessiner ce qu'on appelle des rectangles inférieurs dans ce domaine. Des rectangles inférieurs. Jusqu'à maintenant, j'ai rien fait. Donc, comme exemple, on a considéré la fonction exponentielle définie sur l'intervalle 0,1. On va noter que cette fonction est positive et croissante. Donc, si on fait maintenant, voilà. Là, j'ai dessiné là le premier rectangle. Voilà, ça c'est un rectangle. Comme vous voyez ici, il y a un seul rectangle. La largeur, c'est 1 et la longueur, c'est 1. Donc, l'aire de ce rectangle, qui est un carré, mais ça va, on va dire rectangle, c'est 1. C'est une unité d'aire. Est-ce que ce carré a la même aire que le domaine cherché? Bien sûr que non, parce qu'il reste cette partie. Donc, dessiner un seul rectangle pour chercher l'aire de ça, ce n'est pas la bonne démarche. Si je dessine maintenant deux rectangles, voilà, là on a fait deux rectangles, là vous voyez que la partie restante, voilà, avant, si je dessine un seul rectangle, il reste cette partie, tout ça. Lorsque je dessine deux rectangles, pourquoi on dit inférieur? Parce que c'est à l'intérieur du domaine, dans le domaine. Lorsque je dessine deux rectangles, la partie qui reste diminue. Alors, la stratégie, c'est de faire plusieurs rectangles. Bien sûr, la bonne stratégie, c'est de faire une infinité de rectangles. Donc, là, avec deux rectangles, et si on regarde ici, à chaque fois, je calcule la somme des aires des rectangles. Lorsqu'on avait un seul rectangle, ici, lorsqu'on avait un seul rectangle, la somme des aires était 1. Si on a maintenant deux rectangles, là, on voit la somme augmente. Et si je fais 3 rectangles, 4 rectangles, 5 rectangles, etc., donc là, on voit plus le nombre de rectangles augmente, plus la somme des aires s'approche de l'aire demandée. Ok, donc la bonne stratégie, voilà, on a fait comme ça. Là, je vois que, ok, donc notre stratégie, c'est de calculer la somme des aires des rectangles et faire une infinité de rectangles. Donc, comment on va faire? Puisque l'intervalle, c'est l'intervalle 0,1, je veux couper l'intervalle 0,1 en n intervalles. En n intervalles de longueur, chacun 1 sur n. Si tout ça c'est 1, je divise en n, ça fait 1 sur n. Ça c'est 2 sur n, n au moins 1 sur n. Voilà. Mon but c'est de calculer S, qui est la somme des aires. La somme des aires c'est sigma AI, I allant de 1 à n. Donc, A1, si on regarde ici, A1, c'est l'aire de ce rectangle, de ce petit rectangle. A2, l'aire de ce rectangle. A3 et A4, etc. Donc, voilà. A1, c'est l'aire du premier rectangle. Puisqu'on a la fonction exponentielle, ça va, si je fais ça, puisqu'on a la fonction exponentielle, et on a décidé de considérer les rectangles inférieurs, donc le premier rectangle, il a comme largeur 1 sur n, et comme longueur f de 0. C'est pour cela qu'on met 1 sur n fois f de 0. Ça, c'est A1. C'est l'aire du premier rectangle. A2, voilà, on fait ça, ça, ça.
c'est A2, ça c'est A2. Ça c'est A1. A2 c'est l'aire de deuxième rectangle. C'est toujours 1 sur n la largeur, mais ici la longueur c'est f de 1 sur n. Voilà, je mets f de 1 sur n et après je remplace f de 1 sur n par exponentielle de 1 sur n. Etc. Comme on a fait n rectangles, voilà, ça c'est le nème rectangle. La largeur c'est toujours 1 sur n, mais la longueur c'est f de ça. Voilà, c'est 1 sur n, f de n au moins 1 sur n. Maintenant, je veux chercher cette somme. C'est une somme finie. Là, c'est une somme finie parce qu'on additionne n rectangle. Ou bien l'aire de n rectangle. Donc, je mets 1 sur n en facteur. Voilà, 1 sur n facteur. F de 0, c'est quoi? C'est 1. F de 1 sur n, parce que n'oubliez pas que f de x, c'est EX. Donc, f de 0, c'est 1. F de 1 sur n, c'est exponentielle de 1 sur n, etc. C'est plus E, 1 au moins 1 sur n. Ça, c'est f de 1 au moins 1 sur n. Et si vous remarquez, on a une somme des termes de suite géométrique de raison exponentielle de 1 sur n. Parce que là, on a 1 plus E 1 sur n plus E 2 sur n plus etc. Plus etc. Donc, je vais voir maintenant comment je calcule cette somme. Alors, on regarde ici. Comme rappel, on vous rappelle que si vous avez 1 plus Q carré, plus etc. plus Qn, la somme des termes de suite géométrique de raison Q et de premier terme 1, c'est 1 moins Q, 1 plus 1 sur 1 moins Q. Alors, dans notre exemple, on a 1 plus exponentielle de 1 sur n, plus exponentielle de 2 sur n, plus exponentielle de ça. Alors, pour montrer la forme, pour montrer cette forme, 1 plus Q carré, alors ce que je veux faire, ça je laisse E1 sur n, E2 sur n, c'est E1 sur n au carré. Plus, ça c'est E1 sur n exposant n au moins 1. Parce que n'oubliez pas, lorsqu'on a exposant à l'exposant, on multiplie. Alors, ça c'est 1 plus Q carré plus Q, n au moins 1. Lorsque j'arrive à Qn, la somme c'est Qn plus 1. Comme j'arrive à Qn au moins 1, donc dans la somme c'est Qn. Donc ça va faire 1 moins Qn, et ici le Q c'est exponentielle de 1 sur n, sur 1 moins Q, ça c'est le Q. Donc, 1 exponentielle de 1 sur n, le taux exposant n c'est 1 moins E, et ça reste 1 moins exponentielle de 1 sur n. Donc voilà cette somme. Si on additionne 1 plus exponentielle de 1 sur n plus etc. exponentielle de 1 au moins 1 sur n, ça fait comme somme 1 moins E sur 1 moins exponentielle de 1 sur n. Donc, on revient à notre exemple. Dans notre exemple ici, voilà, on avait cette somme, on a donné la réponse. Ça, on dit la somme des aires des rectangles, c'est une somme finie. Notre stratégie, si on regarde ici, notre stratégie, c'est de faire une infinité de rectangles. Donc, cette somme que j'ai calculée, je veux faire n qui tend vers l'infini. Parce que là, disons qu'on a fait 20 rectangles. Notre objectif, c'est d'aller n jusqu'à 1000 rectangles, 10 000 rectangles, 1 million de rectangles. C'est-à-dire, je fais n qui tend vers l'infini. Donc, cette somme finie 1 sur n, etc. Je veux voir si n tend vers l'infini, ça fait quoi? Donc, je veux calculer maintenant limite de S lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, ici, vous avez 1 moins E. 1 moins E, c'est une constante. Donc, je peux mettre en dehors de la limite. Voilà, j'ai mis là 1 moins 1 en dehors de la limite. Ce qui reste, il reste 1 sur n sur 1 moins exponentielle de 1 sur n. Donc, je fais un changement de variable. Je dis soit grand X égale 1 sur n. Mon but, c'est de faire cette limite. Si je prends grand X égale 1 sur n, lorsque petit n tend vers plus l'infini, grand X tend vers 0. Donc là, j'aurai X sur 1 moins EX. À la place de 1 sur n, c'est X. Et à la E, voilà, c'est EX. Donc, ça fait limite X sur EX moins 1. Maintenant, ici, je reconnais une limite particulière. Si j'écris 1 sur EX moins 1 sur X, voilà, comme ça, vous savez que cette limite tend vers 1 lorsque X tend vers 0. Donc, comme ça, vous aurez 1 sur 1, ça fait 1. Donc, à la fin, la limite, c'est E moins 1. Juste là, j'aime attirer votre attention sur une chose, qu'on avait 1 moins exponentielle de X. Alors, lorsque j'ai écrit EX moins 1, c'est pour cela que je changeais ici le signe. J'ai mis E moins 1. C'est comme si, là, on a multiplié par moins, et là, on a multiplié par moins.
Moins fois moins, c'est plus. C'est pour cela, le 1 moins EX, c'est devenu EX et moins 1. Donc, pour résumer ça, si on veut calculer une aire, l'aire d'un domaine limité par une courbe, l'arc des abscisses et les deux droites, x égale 0, x égale 1, l'idée ici, c'est de faire une infinité des rectangles. Au départ, lorsqu'on a fait une somme finie, on a écrit sigma de AI pour i allant de 1 jusqu'à n. Mais ça, c'est une somme finie. C'est une somme de n r des rectangles. OK. Ça, c'était S. On écrit S, c'est une somme finie. Maintenant, lorsqu'on a fait une somme infinie, lorsqu'on a fait n qui tend vers l'infini, c'est pour cela qu'on ne va plus écrire ça. Cette notation veut dire une somme finie. Pour une somme infinie, donc comme c'est une somme S, les mathématiciens, ils ont dit on va inventer un symbole qui ressemble à S. C'est pour cela qu'ils ont inventé ce symbole, qui est S modifié. Donc, on fait une somme infinie. Une somme infinie de quoi? On regarde ici. Une somme infinie des aires des rectangles. Lorsque n tend vers l'infini, si on regarde ici ça, je considère ça, lorsque n tend vers l'infini, ça devient trop petit. Donc, lorsque ça devient trop petit, cette distance, je veux la noter dx. Donc, ça, je note dx. Et ça, bien sûr, lorsque n tend vers l'infini, ici, c'est comme si ça s'approche d'un seul segment. Donc là, j'aurai f de x. Donc, c'est comme si on a un rectangle de largeur dx et de longueur f de x. Donc, l'aire d'un rectangle, c'est quoi? Longueur fois largeur, c'est f de x dx. Donc, le f de x, c'est pour la longueur, le dx pour la largeur. Et là, on dit, voilà, on fait une somme infinie entre quoi et quoi? Dans notre exemple, entre 0 et 1. Normalement, je mets là 0 à 1. Voilà, je mets comme ça. L'intégrale de 0 à 1, f de x dx. Dans notre exemple, on a trouvé que ça, c'est égal à e moins 1. À e moins 1, voilà cet exemple pour calculer l'aire du domaine limité par la courbe, l'arc des abscisses, les deux droites, x égale 0, x égale 1. La réponse finale, c'est e moins 1, on dit EA. EA, c'est unité d'aire. Si l'unité d'aire, c'est 1 cm², c'est cm². Si c'est décimètre carré, on met e moins 1 décimètre carré. Maintenant, on va considérer les rectangles supérieurs. Dans le premier cas, on a considéré les rectangles inférieurs, c'est-à-dire là, si on a considéré un rectangle, c'est dans le domaine. Là, on va considérer les rectangles supérieurs. Si on regarde ici, si on divise l'intervalle 0,1 en n intervalles, donc, au lieu de considérer la longueur f de 0, ça, comme ça, on obtient un rectangle inférieur, on va considérer f de 1 sur n. Voilà. Puisque la fonction exponentielle est croissante, si on considère f de 1 sur n, là, on aura un rectangle qui est le domaine dans le rectangle. Ce n'est pas le rectangle qui est dans le domaine. Donc, voilà. Ça, c'est A1, A2, AN-1, AN. Comment on va calculer cette somme? Donc, si on regarde ici, là, il n'y a pas de rectangle supérieur. Si je dessine, voilà. Si on a je dessine pour n égale 1, pour n égale un rectangle, là, vous voyez, ça, c'est le rectangle. On a fait un seul rectangle supérieur, et ça, c'est le rectangle inférieur. Donc, comme ça, vous voyez que la somme des aires des rectangles inférieurs est 1, et la somme des aires des rectangles supérieurs est 2,72. C'est normal, parce que si on regarde le premier rectangle, la largeur, c'est 1. La longueur, on a dit c'est f de 0. E de 0, c'est 1. 1 fois 1, ça fait 1. Si on regarde le grand rectangle, celui-là, la largeur, c'est 1. Et la longueur, on a pris f de 1. F de 1, c'est E. Donc, ça fait à la fin E multiplié par 1. Le nombre E, c'est à peu près 2,72. OK. Maintenant, je dis maintenant, est-ce que le rectangle inférieur ou le rectangle supérieur ont la même aire que le domaine? Bien sûr que non. Pour le rectangle inférieur, il reste toute cette partie. Pour le rectangle supérieur, il y a toute cette partie qui est en plus. Maintenant, au lieu de faire un seul rectangle, si je fais deux rectangles, voilà, là vous voyez, ces deux rectangles inférieurs, ces deux rectangles supérieurs. Bien sûr, on remarque là, pour le rectangle inférieur, la partie qui reste diminue, et pour le rectangle supérieur, la partie qui était en plus diminue.
Donc, si on regarde ici, ça c'est pour 2 rectangles, 3 rectangles, 4 rectangles, 5 rectangles, et ainsi de suite. Donc, notre stratégie, là aussi, on a fait le calcul pour les rectangles inférieurs, et maintenant pour les rectangles supérieurs. La stratégie, c'est quoi? C'est chercher la somme finie des aires des rectangles supérieurs, et après faire un temps vers l'infini. Comme ça, on dit, on fait une somme infinie. Comment on fait? Donc, si pour le premier rectangle, S c'est largeur fois longueur. Cette fois-ci, la longueur c'est f de 1 sur n. Pour le deuxième rectangle, c'est 1 sur n fois f de 2 sur n. Voilà, 1 sur n fois f de 2 sur n. Et etc. Ça c'est le premier rectangle, hein, ça c'est A1, ça c'est A2, ça c'est AN-1 et ça c'est AN. Donc là, si on met 1 sur n en facteur, f de 1 sur n c'est exponentielle de 1 sur n, f de 2 sur n c'est exponentielle de 2 sur n, f de n-1 sur n c'est exponentielle de n-1 sur n, et pour le dernier rectangle, on a considéré f de 1. f de 1 c'est E, voilà c'est E. Donc cette somme de là jusque là, on a déjà fait au premier paragraphe, mais avant il y avait le 1. Il y avait 1 plus ça. Donc si je fais plus 1, je dois faire moins 1. C'est pour cela, le E j'ai laissé là, il y a moins 1. 1 plus ça, on a déjà calculé ça, on a trouvé 1 moins E sur 1 moins E, 1 sur n. Donc 1 sur n facteur de 1 moins E sur 1 moins exponentielle 1 sur n plus E moins 1. Maintenant, si on développe, c'est 1 sur n, 1 moins E sur 1 moins E exponentielle 1 sur n. Et là, plus E moins 1 sur n. Ça, si je fais maintenant la limite lorsque n tend vers l'infini, ça, j'ai déjà obtenu E moins 1. On a fait ça au premier paragraphe. Et cette limite, bien sûr, ça tend vers 0, car un nombre sur infini, c'est 0. Donc, pour conclure, là, on remarque, lorsque n tend vers l'infini, lorsque j'ai une infinité de rectangles, on remarque que les rectangles inférieurs et les rectangles supérieurs se coïncident. Donc, ce que je peux dire maintenant, lorsque n tend vers l'infini, je suppose que là j'ai un rectangle, voilà. Ça, en effet, c'est une quantité, c'est une trop petite quantité. C'est pour ça que j'appelle dx. Et ça, je peux dire maintenant f de x. L'aire du rectangle, c'est f de x dx. Comme on a dit, lorsqu'on a une somme infinie, je ne peux pas écrire sigma, j'écris, voilà, un s modifié. C'est intégral de 0 à 1 f de x dx. Et ça signifie quoi? C'est l'aire du domaine limité par la courbe, l'axe des abscisses et les deux droits x égale à 0 et x égale 1. Donc, pour conclure la première partie de ce chapitre, si on a la courbe, si on a une fonction positive, pas nécessairement croissante, on a fait un premier exemple juste pour montrer comment on fait avec la somme des rectangles inférieurs et la somme des rectangles supérieurs. Si on a une fonction positive, et si je cherche l'aire du domaine limitée par la courbe, l'axe des abscisses et les deux droits x égale a et x égale b, je cherche ça en unité d'aire. En unité d'aire, si là on considère ça une unité de longueur sur l'axe des abscisses, ça une unité de longueur sur l'axe des ordonnées, donc l'aire de ces rectangles, ça c'est une unité d'aire. Donc, comment on écrit? On dit l'aire de D égale, c'est, comme on a dit, c'est une somme infinie des aires des rectangles. Maintenant, c'est intégral. Lorsqu'on met intégral, c'est un S modifié de A à B. Voilà. Chaque rectangle, voilà, n'oubliez pas que si je considère un seul rectangle, on a dit lorsque n tend vers plus l'infini, ça je vais appeler dx. dx, et ça c'est f de x. L'aire du rectangle, c'est f de x dx. Donc, voilà comment on écrit. L'aire, bien sûr, c'est tout ça en unité d'aire. Donc, comme exemple, disons que je veux calculer l'intégrale de moins 1 à 1 racine carrée de 1 moins x carré dx. Donc, ça c'est la fonction racine de 1 moins x carré. F de x égale à ça, ça c'est dx. Donc, comment on fait là? Si je suppose que ça c'est f de x, soit f de x égale racine de 1 moins x carré. Alors, f de x c'est y. Donc, y égale racine carrée de 1 moins x carré.
Si j'élève au carré les deux côtés, j'aurai y carré égale 1 moins x carré. Et dans ce cas, x carré plus y carré égale 1. Donc voilà, maintenant, je reconnais la courbe d'un cercle de centre 0, 0, l'origine est de rayon 1. Donc, comme courbe, voilà, c'est un cercle, mais n'oubliez pas que y égale juste racine, c'est positif. Donc, avec y, positif. Donc, ça, c'est le cercle avec y positif. Donc, ça fait comme ça. Ça, c'est moins 1. Et ça, c'est 1. Et voilà. Donc, voilà. Pour calculer maintenant cette intégrale, je veux dire que cette intégrale, c'est l'aire de D. L'aire de D, quel domaine? Ce domaine. Ce domaine, ça, c'est un demi-cercle. Donc, l'aire de D, on a l'aire de D, l'aire d'un demi-cercle, c'est pi r au carré sur 2. Et ici, le rayon, c'est 1. Ça fait 1 au carré, ça fait pi sur 2 unités d'aire. Donc, parfois, pour calculer une intégrale, si je connais le domaine, si je sais chercher l'aire du domaine, je peux calculer l'intégrale. Mais bien sûr, d'habitude, on calcule l'aire d'un domaine en calculant une intégrale et pas on calcule une intégrale en calculant l'aire du domaine. Donc, on va voir dans la suite comment on va calculer une intégrale sans être obligé de chercher l'aire du domaine. D'accord. Maintenant, on va apprendre le premier théorème dans le chapitre intégral. C'est ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'intégrale. Vous allez voir, ça c'est le théorème le plus important dans le chapitre. Si je considère la fonction grand f, qui à chaque x on associe intégrale de a à x f de t dt. C'est quoi grand f? Si je regarde ici sur la figure, maintenant je vous dis que l'axe des abscisses, au lieu de l'appeler par la variable x, on va nommer la variable t. Et là, je veux laisser y. Donc, intégrale f de x, si j'écris là f de x, c'est intégrale de a à x f de t dt. Selon ça, c'est intégrale de a à x f de t dt, c'est l'aire du domaine limitée par la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites x et t égale a et t égale x. Donc, f de x, c'est l'aire de ça. Ok. Que dit le théorème? Le théorème dit que si je considère la fonction grand f, qui à chaque x on associe cette intégrale, que grand f, c'est la primitive de petit f, grand f, c'est la primitive de petit f, qui s'annule en a. Qui s'annule en a. Que veut dire grand f est la primitive de petit f? Ça veut dire que grand f est prime de x, la dérivée de grand f, c'est petit f. Que veut dire grand f s'annule en a? Ça veut dire que f de a égale à 0. Donc, je veux démontrer que la dérivée de grand f, c'est petit f, et que grand f de a égale à 0. Ok. C'est quoi par définition f' de x? Par définition, c'est limite lorsque h tend vers 0, f de x est plus h moins f de x sur h. Ça, c'est la définition de f' de x. Maintenant, je veux voir comment je peux calculer ça. On vient là. Si je dis f de x, ce qui est intégrale de a à x f de t dt, f de x, c'est en effet, c'est l'aire du domaine limité entre ces deux droites. Ça, c'est, on peut dire, f de x. Bien sûr, c'est l'aire de ce domaine. F de x plus h, qui est intégrale de a à x plus h, f de t dt, ça, c'est l'aire du domaine limité entre les deux droites x et t égale a et t égale x plus h. F de x, c'est ça. F de x plus h, c'est tout ça. Maintenant, si je fais la différence entre l'aire de ce domaine et l'aire de ça, donc ça nous donne l'aire de ça. Voilà, ça donne l'aire de ça. Donc, ce domaine, je veux l'appeler DH. Ce domaine, on l'appelle DH. Donc, f de x plus h moins f de x, c'est l'aire de DH. Maintenant, on va voir l'aire de DH est égale à quoi? Ok, on regarde ici. Si je dessine le rectangle inférieur, ce rectangle, je veux l'appeler RH. RH, c'est le rectangle inférieur. Et grand RH, c'est le rectangle supérieur. Vous remarquez que le domaine DH, il est plus grand que petit RH, mais il est plus petit que grand RH. C'est pour cela qu'on dit l'aire de DH, c'est compris entre l'aire de petit RH et l'aire de grand RH. Donc, l'aire du domaine DH, l'aire de RH, c'est H, parce que H c'est la largeur, fois f de x. Pourquoi h fois f de x? On regarde là.
On a dit ça, c'est notre domaine. Comme ça, comme ça. Le petit RH, sa longueur, c'est f de x. Le grand RH, sa longueur, c'est f de x plus h. C'est pour cela, on dit que l'aire du domaine dH, c'est compris entre petit h fois f de x et petit h fois f de x plus h. Donc, ça, c'est f de x plus h moins f de x, c'est l'aire de dH. Maintenant, si on divise les trois membres par h, on aura f de x plus h moins f de x sur h. On divise ici par h, c'est f de x, et on divise ici par h, c'est f de x plus h. Maintenant, je veux calculer cette limite. Je veux calculer la limite de ça lorsque h tend vers 0. f de x par rapport à h est une constante par rapport à h. Donc, ça reste f de x. f de x plus h, et lorsque h tend vers 0, c'est f de x. Donc, cette limite, c'est f de x. Cette limite, c'est f de x. D'après le théorème des gendarmes, cette limite égale f de x. Donc, d'après le théorème des gendarmes, on a limite lorsque h tend vers 0, f de x plus h moins f de x sur h, c'est petit f de x. Que veut dire que cette limite égale petit f de x? Ça, c'est la définition de la dérivée. Donc, grand f' de x égale petit f de x. Maintenant, si je veux calculer f de a, par définition f de a, c'est intégrale de a à a, f de t dt. Or, intégrale de a à a, ici, le domaine, c'est un seul segment. L'aire d'un segment, c'est 0. Donc, f de a égale à 0. Donc, comme vous voyez que, voilà, on revient ici, lorsqu'on a défini la fonction grand f, comme étant, à chaque x, on associe intégrale de a à x f de t dt. Il faut dire que grand f, c'est la primitive de petit f qui s'annule en a. Ça veut dire que la dérivée de grand f, c'est petit f. Et f de a, si je remplace ici x par a, ça fait 0. D'accord. Maintenant, c'est le temps d'apprendre comment on calcule, comment on fait le calcul d'intégrale. Disons qu'on va calculer l'intégrale de a à b, f de x dx. Donc, on va voir que pour calculer cette intégrale, c'est f de b moins f de a, où grand f, c'est une primitive de petit f. Donc, la condition est la suivante. Si on a une fonction f continue sur l'intervalle AB, on peut calculer cette intégrale en cherchant une primitive grand f de petit f. Lorsqu'on cherche une primitive, on dit c'est grand f de b moins f de a. Cette écriture, on peut simplifier en écrivant f de x compris entre a et b. Que veut dire f de x compris entre a et b? Ça veut dire que c'est f de b moins f de a. Donc, on va démontrer maintenant que pour calculer cette intégrale, on cherche une primitive, n'importe quelle primitive, et on fait f de b moins f de a. On a vu dans le théorème fondamental, si on considère la fonction grand G de x égale intégrale de a à x f de t dt, on a vu que grand G, c'est la primitive de petit f qui s'annule en a. Que veut dire grand G est la primitive de petit f? Ça veut dire que la dérivée de grand G, c'est petit f, et grand G de a égale à 0. Ok. Donc, maintenant, on a dit que grand f, c'est une primitive de petit f, et grand G, c'est une autre primitive. Dans le chapitre primitive, on a vu qu'une fonction admet plusieurs primitives, et que ces deux primitives se diffèrent d'une constante. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit G et f sont deux primitives de petit f, donc, les deux fonctions sont égales à une constante près. Ça veut dire que g de x égale f de x plus k. Parce que grand G, c'est une primitive de petit f, et grand f, c'est une primitive de petit f. D'accord. Maintenant, g de x égale f de x plus k. Si je remplace x par k par b, ça me donne g de b égale f de b plus k. Ok. C'est quoi g de b? G de x, c'est intégrale de a à x. Maintenant, g de b, c'est intégrale de a à b. Ici, si on a t ou on a x, c'est la même chose. On dit que ce sont des variables muettes. Je peux remplacer quand je veux t par x, ou par e, ou par v, par n'importe quelle lettre. D'accord. Donc ça fait intégrale de a à b f de x dx. Ça, c'est f de b plus k. Maintenant, toujours je pars de l'égalité g de x égale f de x plus k. Et je remplace maintenant x par a. J'aurai quoi? J'aurai g de a égale f de a plus k. Mais n'oubliez pas que grand G, c'est une primitive particulière qui s'annule en A. Donc, grand G de A égale à 0. Ça fait 0 égale f de A plus k, donc k égale moins f de A.
Comme ça, je peux dire que intégrale de a à b, f de x dx, c'est f de b, je remplace k par moins f de a, et j'aurai intégrale de a à b, f de x dx, c'est grand f de b moins grand f de a. Ça, on peut dire, c'est la propriété la plus importante dans le chapitre intégral. C'est pour calculer une intégrale, je suis obligé de chercher une primitive. Lorsque je cherche une primitive, c'est f de b moins f de a. La condition pour que cette intégrale existe, il faut juste que f soit une fonction continue. Comme exemple de calcul d'intégrale, si on considère l'intégrale i égale intégrale de 0 à 1 x carré plus 2x plus 3 dx. Donc ça c'est notre f de x égale x carré plus 2x plus 3. Donc on dit soit f de x égale x carré plus 2x plus 3. On a dit que pour calculer une intégrale, on cherche une primitive de la fonction petit f. Donc on doit chercher une primitive de cette fonction. Une primitive de x carré c'est x3 sur 3. Une primitive de 2x c'est x carré. Une primitive de 3 c'est 3x. Voilà une primitive de petit f. On cherche n'importe quelle primitive. Maintenant, puisque l'intégrale c'est de 0 à 1, donc i égale f de 1 moins f de 0. Maintenant, f de 1, je remplace x par 1. f de 1 ça fait 1 tiers plus 1 plus 3 ça fait 13 tiers. f de 0 c'est 0. Donc f de 1 moins f de 0 c'est 13 tiers. Donc voilà un premier exemple pour calculer une intégrale. Un deuxième exemple, si je veux calculer l'intégrale, j'ai de moins 1 à 1 ex sur ex plus 1. Donc ma fonction f de x c'est ça. f de x égale ex sur ex plus 1. Maintenant, je dois chercher une primitive de cette fonction. Je dis ça c'est la forme e' sur e. Si je considère e égale ex plus 1, le e' c'est ex. Donc lorsque vous avez e' sur e, une primitive c'est L1 de e. L1 de e c'est-à-dire L1 de ex plus 1. J'ai trouvé une primitive de cette fonction. On cherche l'intégrale de moins 1 à 1. Donc c'est f de 1 moins f de moins 1. f de 1, je fais là, f de 1 c'est L1 de e plus 1. Je remplace x par 1. Moins f de moins 1, je remplace x par moins 1. C'est L1 de e moins 1 plus 1. Là, je peux laisser la réponse comme ça. Et je peux dire que j'ai la forme L1 de a moins L1 de b, c'est-à-dire L1 de a sur b. Linéarité de l'intégrale. On va voir c'est quoi linéarité de l'intégrale. En effet, si on a intégrale de a à b, kf de x dx, si k est une constante, on va voir qu'on peut mettre le k en dehors de l'intégrale. C'est k intégrale de a à b f de x dx. Comment? On démontre cette propriété. L'intégrale de a à b, kf de x dx. On a dit que pour calculer l'intégrale, on cherche une primitive de cette fonction. Une primitive de k fois petit f, c'est k fois grand F, car k est une constante. Donc c'est kf de x, et lorsqu'on calcule l'intégrale, on dit compris entre a et b. Kf de x compris entre a et b, c'est kf de b moins kf de a. Et si je mets k en facteur, c'est f de b moins f de a. Or c'est quoi f de b moins f de a? C'est intégrale de a à b f de x dx. Donc voilà, on a vu que si on a intégrale de a à b kf de x dx, que c'est k intégrale de a à b f de x dx. Ça veut dire que les constantes, on peut le mettre en dehors de l'intégrale. La deuxième propriété de la linéarité, si on a intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Intégrale de f plus g, c'est intégrale de f plus intégrale de g. Ça veut dire qu'on peut séparer l'intégrale s'il s'agit d'une somme. Comment? Pour calculer cette intégrale, on cherche une primitive de cette fonction. On sait qu'une primitive de petit f plus petit g, c'est grand f plus grand g. Donc, une primitive, c'est grand f de x plus g de x compris entre a et b. Tout d'abord, je remplace x par b, c'est f de b plus g de b, moins, je remplace x par a, f de a plus g de a. Si je regroupe maintenant les f ensemble et les g ensemble, j'aurai f de b moins f de a plus g de b moins g de a. C'est quoi f de b moins f de a? C'est intégrale de a à b f de x dx. C'est quoi g de b moins g de a? C'est intégrale de a à b g de x dx. Donc voilà, si on a à calculer l'intégrale d'une somme, je peux séparer la somme, je peux dire c'est la somme des intégrales. C'est intégrale de a à b f de x dx plus intégrale de a à b g de x dx. La relation de Chasles dans le calcul d'intégrale. Si on a l'intervalle AB et si c'est appartient à l'intervalle AB. La relation de Chasles dit que intégrale de a à b f de x dx, c'est intégrale de a à c
plus intégrale de C à B. C'est comme si on introduit le C. Il y a une démonstration facile de ça, géométriquement. Supposons que la fonction f est une fonction positive. L'intégrale de A à B, c'est l'aire de tout ce domaine. C'est l'aire de D1 plus l'aire de D2. Et l'intégrale de A à C f de x dx, c'est quoi? C'est l'intégrale de D1. C'est l'aire de D1. Et intégrale de C à B f de x dx, c'est l'aire de D2. C'est très simple de dire que l'aire de tout ça, c'est l'aire de D1 plus l'aire de D2. C'est pour cela, intégrale de A à B, c'est égal à intégrale de A à C plus intégrale de C à B. Il y a une démonstration algébrique de cette propriété. Je commence à calculer intégrale de A à C f de x dx plus intégrale de C à B f de x dx. Donc, comment je calcule l'intégrale? Je commence par chercher une primitive. Soit grand f, une primitive de petit f. Donc, c'est f de x compris entre A et C, plus f de x compris entre C et B. Donc, f de x compris entre A et C, c'est f de C moins f de A. F de C moins f de A. Et f de x compris entre C et B, c'est f de B moins f de C. Là, f de C, là on a f de C, et là on a moins f de C, ça part. Donc, c'est f de B moins f de A. F de B moins f de A, c'est intégrale de A à B, f de x dx. Donc, la relation de Charles, si vous avez à calculer intégrale de A à B, f de x dx, c'est intégrale de A à C plus intégrale de C à B. Comme exemple d'application de la relation de Charles, si on a à calculer l'intégrale de 0 à 2, valeur absolue de x moins 1 dx. Donc, là, il y a valeur absolue. Lorsqu'il y a intégrale avec valeur absolue, je ne sais pas chercher une primitive lorsqu'il y a valeur absolue. Donc, je dois penser à me débarrasser de valeur absolue. On vous rappelle que valeur absolue de x est moins 1. La valeur absolue d'un nombre de A, c'est A lorsque A est positif. Et c'est moins 1 lorsque A est négatif. Donc, valeur absolue de x est moins 1, c'est x est moins 1. Lorsque x est moins 1 est positif, donc lorsque x plus grand que 1. Et c'est 1 moins x lorsque x plus petit que 1. Donc, là, je regarde, je dois décomposer, je dois utiliser la relation de Charles pour décomposer mon intervalle. Je veux dire, c'est intégrale de 0 à 1 plus intégrale de 1 à 2. Intégrale de 0 à 1 parce que sur 0 à 1, x est moins 1 négatif. Donc, c'est valeur absolue de x est moins 1, c'est 1 moins x. Et sur 1, 2, x est moins 1 positif. Donc, valeur absolue de x est moins 1, c'est x est moins 1. Voilà, maintenant, il n'y a plus de valeur absolue. Comment je calcule l'intégrale? Je fais une primitive de 1 moins x. Une primitive de 1 moins x, c'est x moins x carré sur 2, compris entre 0 et 1. Ça, c'est l'intervalle 0, 1. Une primitive de x moins 1, c'est x carré sur 2 moins x, compris entre 1 et 2. Comment je calcule ça? Je fais f de 1 moins f de 0. F de 1, vous remplacez x par 1, ça fait 1 moins 1 demi. F de 0, c'est 0. Je remplace x par 0, ça fait 0. Et là, je fais f de 2 moins f de 1. Je remplace x par 2, ça fait 4 demi moins 2, moins. Après, je remplace x par 1, 1 demi moins 1. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Ça fait 0. 2 moins 2, c'est 0. 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Moins 1 demi. 1 demi plus 1 demi, c'est 1. Donc, là, vous voyez, pour calculer cette intégrale, j'ai utilisé la relation de Charles pour décomposer l'intervalle pour avoir un signe constant de la fonction à intégrer. On va voir le lien entre intégrale et R, dans le cas général, dans tous les cas possibles. Le premier cas, c'est le cas qu'on a déjà vu, si on a f continu positif. F continu positif, ça veut dire que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. On a vu là que le domaine, si on a D, le domaine limité par la courbe, l'axe des abscisses, x égale a, x égale à b, que l'intégrale de a à b f de x dx, c'est l'aire de D, c'est l'aire de ce domaine. Donc, dans le cas où f est continu positif, l'intégrale, c'est l'aire de ce domaine. Si on a une fonction continue mais négative cette fois-ci, négative, ça veut dire que la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Maintenant, je veux calculer l'intégrale de a à b f de x dx. F est négative, donc je peux dire moins f de x. Moins fois moins, c'est plus. Par linéarité, ce moins, je peux le mettre dehors. Donc, ça devient moins intégrale de a à b moins f de x dx. Si f est une fonction négative, moins f sera une fonction positive. Donc, moins f est positive, l'intégrale de moins f de x dx entre a et b, on regarde, moins f est positive, donc c'est l'aire de D2. L'aire de 2, or par symétrie, on sait que f et moins f sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.
sont symétriques, ça veut dire que D1 et D2 ont la même aire. Donc, à la fin, c'est moins l'aire de D1. Donc, pour les deux premiers cas, si F est continu positif, l'intégrale, c'est l'aire du domaine limité entre la courbe et l'axe des abscisses. Si F est négative, l'intégrale, c'est moins l'aire du domaine. C'est moins l'aire de ça. Maintenant, si on a un domaine limité entre deux courbes, la courbe de F et la courbe de G, on regarde ici, le domaine D, c'est le domaine de DF. Si tout ça, j'appelle le domaine de DF, DF, c'est limité par la courbe de F et l'axe des abscisses. Et si ça, j'appelle DG. DG, ça veut dire le domaine limité par la courbe de G et l'axe des abscisses. Donc, maintenant, je peux dire que l'aire de D, c'est l'aire de DF. Là, on va écrire l'aire de D, c'est l'aire de DF moins l'aire de DG. L'aire de DF, c'est quoi l'aire de DF? C'est intégrale de A à B f de x dx. Moins, c'est quoi l'aire de DG? DG, ce domaine, c'est intégrale de A à B g de x dx. Par linéarité, on peut mettre f de x moins g de x. C'est intégrale de A à B f de x moins g de x dx. Donc, si vous avez un domaine limité entre deux courbes, f et g, on fait intégrale de A à B. La courbe qui est en haut, c'est f. Moins celle qui est en bas, c'est g, c'est f de x moins g de x dx. Voilà le troisième cas. Le quatrième cas, si on a maintenant une fonction continue, mais de signe quelconque. De signe quelconque, voilà, ça c'est une fonction f de signe quelconque sur AB. Sur AB, vous voyez, entre A et C, f est positive, entre C et B, f est négative. Donc, intégrale de A à B f de x dx, en utilisant la relation de Charles, avec les intégrales, je peux dire c'est intégrale de A à C plus intégrale de C à B. D'accord. Intégrale de A à C, puisque f sur l'intervalle AC est positif, c'est l'aire de D1, c'est l'aire de ça. Et maintenant, sur l'intervalle CB, f est négatif, c'est moins l'aire de D2. Donc dans ce cas, lorsque f a un signe quelconque, positif, négatif, l'intégrale, dans la partie positive, c'est l'aire de D1, dans la partie négative, c'est moins l'aire de D2. Et voilà les quatre cas qu'il faut savoir. Si on a le premier cas f positif, le deuxième cas f négatif, le troisième cas un domaine compris entre deux courbes, et le quatrième cas une fonction ayant un signe quelconque. La valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle AB. Si on regarde là, si on a une fonction f contenue sur un intervalle AB, voilà, ça c'est la fonction f. Maintenant, je veux chercher la moyenne de cette fonction. Que veut dire je veux chercher la moyenne de cette fonction? C'est-à-dire, je veux chercher la valeur, cette valeur que j'appelle mu, je peux appeler ça n'importe quoi, je l'appelle mu, telle que l'aire du domaine est égale à l'aire du rectangle. L'aire du domaine limitée par la courbe de f, l'axe des abscisses, x égale a, x égale ab, ça c'est l'aire du domaine. Je veux que ça soit égal à l'aire du rectangle. C'est quoi l'aire du domaine? L'aire du domaine, c'est intégrale de a à b f de x dx. Si f est une fonction positive, prenons le cas de f positive, c'est intégrale de a à b f de x dx. Ça, c'est l'aire de D. L'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Et si la largeur, c'est mu, la longueur, c'est b moins a. Donc, l'aire du rectangle, c'est mu fois b moins a. Nous, on cherche mu, la valeur moyenne, telle que le domaine et le rectangle aient la même aire. Donc, je veux que l'aire du domaine égale l'aire du rectangle. Ça veut dire quoi, l'aire du domaine égale l'aire du rectangle? Ça veut dire que mu multiplié par b moins a égale intégrale de a à b f de x dx. Si mu fois b moins a égale intégrale de a à b f de x dx, donc dans ce cas, mu égale, je divise par b moins a, mu égale 1 sur b moins a, intégrale de a à b f de x dx. Donc, si vous avez une fonction f et vous voulez chercher sa valeur moyenne, la moyenne de f sur l'intervalle AB, c'est 1 sur b moins a, intégrale de a à b, f de x dx. Intégrale et inégalité. On va voir toutes les inégalités concernant l'intégrale. La première inégalité, si on a une fonction f positive sur l'intervalle AB, bien sûr, f doit être continue, alors l'intégrale de a à b, f de x dx est positive. C'est ce qu'on appelle positivité de l'intégrale. C'est-à-dire, si une fonction est positive sur un intervalle, l'intégrale est positive.
Pourquoi? Car si la fonction f est positive sur AB, l'intégrale, c'est l'aire du domaine. Or, l'aire du domaine, c'est positif. Donc, lorsqu'une fonction est positive, l'intégrale est positive. Bien sûr, si f est négatif sur AB, l'intégrale est négative. Maintenant, la deuxième inégalité, si on a f est supérieur à g plus grand que g sur AB, on va dire que si f est plus grand que g, que l'intégrale de f est plus grande que l'intégrale de g. On peut voir une démonstration, interprétation graphique. Si on a une fonction f qui est supérieure à une fonction g sur l'intervalle AB, f est supérieur à g. Le domaine de f, c'est tout ça. Le domaine de g, c'est tout ça. Bien sûr que le domaine de f est plus grand que le domaine de g. Donc, ça, c'est le domaine de f. Le domaine de f, c'est l'intégrale de a à b, f de x dx, c'est l'aire de df. Et ça, c'est l'aire de dg. Mais si on va faire une démonstration algébrique de cette propriété, c'est-à-dire, si f est plus grande que g, on va démontrer que l'intégrale de f est plus grande que l'intégrale de g, dans le cas général, parce que ce qu'on a vu là, c'est lorsqu'on a deux fonctions positives. Maintenant, on dit, si f de x plus grand que g de x sur AB, je mets le g de x dans l'autre côté, j'aurai f de x moins g de x positive. Par positivité de l'intégrale, si une fonction est positive, l'intégrale est positive. Donc, f de x moins g de x positive, par positivité de l'intégrale, intégrale de a à b, f de x moins g de x, c'est positif. Par linéarité de l'intégrale, je peux mettre maintenant intégrale de f moins intégrale de g. Je peux séparer les deux. Par linéarité, ça moins ça, c'est positif. Je remets cette quantité dans l'autre côté. J'aurai intégrale de f plus grand que intégrale de g. La troisième inégalité avec l'intégrale, si on a une fonction f bornée entre deux valeurs, si f de x est comprise entre petit m et grand m. C'est-à-dire, si on regarde ici la courbe, voilà, ça c'est une fonction f. On sait que la f, ça c'est petit m, elle est minorée par petit m et majorée par grand m. Donc, l'inégalité de la moyenne avec l'intégrale dit que si f de x compris entre petit m et grand m, alors l'intégrale de a à b, f de x dx, c'est compris entre petit m fois b moins a et grand m fois b moins a. Ça, ce passage s'appelle inégalité de la moyenne. Maintenant, on peut faire une démonstration géométrique, une interprétation géométrique. Si je prends la courbe f qui est contenue, la fonction f qui est contenue sur l'intervalle AB, donc on sait que l'intégrale, c'est l'aire de ce domaine, c'est l'aire de df. Ok, l'aire de df, c'est l'intégrale. Vous remarquez là que l'aire de df, c'est plus grand que l'aire du petit rectangle. Si je prends le petit rectangle de longueur b moins a et de largeur petit m, donc l'aire de df, c'est plus grand que l'aire du petit rectangle, ça c'est le petit rectangle, mais c'est plus petit que l'aire du grand rectangle. L'aire de df, par définition, c'est intégrale de a à b, f de x dx. Donc on fait une démonstration géométrique dans le cas d'une fonction positive. L'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. La longueur, c'est b moins a. La largeur, c'est n. Voilà, ça c'est n. C'est un facteur de b moins a. Et le grand rectangle, c'est b moins a, c'est la longueur. Et grand m, c'est la largeur. Voilà une démonstration simple géométrique. Mais si on va démontrer maintenant ça de façon algébrique, quel que soit f, si f est positif, négatif, n'importe quoi. Donc la démonstration. Si la fonction f est comprise entre petit m et grand m, c'est-à-dire f est bornée entre deux quantités, en deux valeurs, petit m et grand m. On a vu dans l'inégalité numéro 2 que si f est plus petit que g, alors intégrale de f est plus petit que intégrale de g. Donc, puisque m plus petit que f plus petit que grand m, alors intégrale de petit m, c'est plus petit que intégrale de f, c'est plus petit que intégrale de grand m. Donc, ça je veux laisser intégrale de a à b, f de x dx. Pour calculer une intégrale, on cherche une primitive. Une primitive de petit m, c'est mx. Donc c'est mx, m c'est une constante, une primitive de 2x, moins 5, moins 5x. Une primitive de m, c'est mx compris entre a et b. Et grand m, une primitive de grand m, c'est grand mx entre a et b. Donc, si je calcule maintenant mx compris entre a et b, c'est mb moins ma. Je mets m en facteur, ça fait b moins a. Et là aussi, mx compris entre a et b, c'est mb moins ma. Je mets grand m en facteur, b moins a. Donc voilà une démonstration algébrique de l'inégalité de la moyenne qui dit que si on a f de x borné entre deux nombres petit m et grand m, alors intégrale de f de x dx entre a et b, c'est là aussi borné entre deux nombres, entre petit m fois b moins a et grand m fois b moins a.
calcul d'intégrale et calculatrice ClassPad. On va apprendre comment chercher, à l'aide de la calculatrice ClassPad, une intégrale, n'importe quelle intégrale. Toujours dans le menu principal, c'est là. Donc, dans le menu principal, voilà, dans le menu principal, je veux écrire la fonction à intégrer. La fonction, disons que si je prends comme exemple la fonction x exponentielle de x. Donc, x exponentielle de x. Là, j'ai écrit la fonction, je sélectionne cette fonction avec le stylet, interactif, calcul, voilà, ça c'est le symbole de l'intégrale, intégrale, mais là, il faut dire, intégrale indéfinie, ça veut dire primitive, et intégrale définie, ça veut dire intégrale avec bold. Donc là, j'ai dit, intégrale définie, l'expression de la fonction c'est x e x, la variable c'est x, inférieure, c'est-à-dire, là on va calculer quoi? On va calculer, disons, on va calculer intégrale de a à b et x e x dx. Mais a et b c'est quoi? On va calculer intégrale de 0 à 1 x e x dx. Disons qu'on va calculer ça classe A, classe Pad. Donc, la variable c'est x, inférieure c'est 1, pardon, inférieure c'est 0, supérieure c'est 1. Donc voilà, l'expression c'est x e x, variable x, inférieure 0, supérieure 1, ok. Et là voilà, vous avez directement la réponse de l'intégrale. Donc, l'intégrale de 0 à 1 x e x dx, c'est 1. C'est trop facile pour calculer, je fais un deuxième exemple, je veux effacer tout d'abord ça, edit, tout effacer pour effacer ça. Donc, je recommence avec un deuxième exemple. Si je choisis la fonction x, à chaque x on associe x au cube, par exemple un exemple simple, je sélectionne cette fonction, interactive, calcul, et ça c'est le symbole de l'intégrale. Voilà, intégrale indéfinie, ça va, on va essayer pour calculer une primitive, comme ça vous avez une primitive, tandis que si, voilà, x3, je sélectionne, interactive, calcul, intégrale, non, maintenant c'est intégrale définie, je mets la borne inférieure, disons moins 5, et après je mets la borne supérieure, disons c'est 10. C'est 10, et comme ça, on a directement la réponse finale. Voilà comment on calcule l'intégrale classe A, la calculatrice ClassPad. Une synthèse de toutes les propriétés à savoir dans le chapitre calcul d'intégrale. Voilà, la première chose, la première propriété très intéressante dans le chapitre, c'est comment calculer une intégrale. Si j'ai à calculer l'intégrale de f de x dx entre a et b, je fais comment? Je cherche une primitive de petit f, soit grand F une primitive de petit f, c'est f de x compris entre a et b, c'est-à-dire f de b moins f de a. Donc pour calculer une intégrale, on doit chercher une primitive et on fait f de b moins f de a. Ça c'est la première propriété à savoir. La deuxième propriété, ce qu'on appelle linéarité de l'intégrale, intégrale de kf. K est une constante. On peut mettre la constante dehors, c'est k intégrale de f. Et intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Lorsque j'ai intégrale de f plus intégrale de g, c'est intégrale de f plus intégrale de g. Ça, on appelle linéarité de l'intégrale. Maintenant, c'est quoi le lien entre intégrale et r? Lorsque j'ai une fonction positive, donc l'aire de domaine, c'est l'intégrale de a à b f de x dx en unité d'aire. Ça, lorsque f est positif. Si on a une fonction négative sur l'intervalle AB, l'aire, c'est moins intégrale de g de x dx. Voilà, lorsque g est négative, l'aire, c'est moins intégrale. Maintenant, si on a une fonction positive et négative, donc si ça AB, ça on appelle C, comme ça, si je calcule intégrale de a à b f de x dx, dans la partie positive, c'est l'aire de D1, moins dans la partie négative, c'est l'aire de D2. Donc, si vous avez une fonction positive et négative sur un intervalle, que intégrale de a à b f de x dx, c'est l'aire de D1 moins l'aire de D2. Le quatrième cas de l'intégrale R, si on a un domaine limité entre deux courbes f et g. Si je veux calculer l'aire de D, je dis l'aire de D, c'est intégrale de a à b, f de x moins g de x dx, bien sûr en unité d'aire. On fait toujours la fonction qui est en haut moins la fonction qui est en bas. Maintenant, la relation de Charles, si on a intégrale de a à b, f de x dx,
Et si j'ai besoin d'introduire un nombre qui se trouve sur l'intervalle AB, je dis c'est intégrale de A à C plus intégrale de C à B. Vous regardez, le A c'est là, le B je termine par B et il faut que le C soit entre les deux. Ça on appelle relation de Charles. Maintenant, si vous voulez calculer intégrale de A à B f de x dx, c'est pas grave si on change, si on permute les bords, on dit c'est moins intégrale de B à A f de x dx. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle valeur moyenne. La valeur moyenne d'une fonction sur l'intervalle AB, mu c'est la valeur moyenne, c'est un symbole, c'est une notation, c'est 1 sur B moins A, intégrale de A à B f de x dx. Maintenant, il y a des propriétés, ça c'est la positivité de l'intégrale. Positivité de l'intégrale veut dire, si f est positif sur un intervalle, alors intégrale de f de x dx est positive. Si f est plus grand ou égal à g, ça c'est inégalité de l'intégrale. Si f plus grand ou égal à g, alors intégrale de f c'est plus grand que intégrale de g. Et finalement, si f est comprise entre petit m et grand m, alors intégrale de f c'est comprise entre m b-1 et grand m b-1. Voilà, ça c'est intégrale avec inégalité. Les propriétés numéro 6. Maintenant, pour terminer la synthèse du chapitre par ce qu'on a commencé comme explication, n'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle le rectangle inférieur, c'est le rectangle qui est en dessous de la courbe. Ça, on dit le rectangle inférieur. Et ça, c'est le rectangle supérieur. C'est le rectangle qui dépasse la courbe. Donc, comment on a appris cette notation? On a dit, si on considère ça x, donc la longueur c'est f de x. Si on prend une petite largeur qu'on appelle dx, cette petite largeur on appelle dx, que l'aire de ce rectangle lorsque dx est trop petit, est infiniment petit, dans ce cas, le rectangle inférieur et le rectangle supérieur se coïncident. Lorsque les deux se coïncident, on a comme longueur f de x et comme largeur dx. L'aire du rectangle, ça devient f de x dx. Et comme on fait l'aire en dessous d'une courbe, c'est une somme infinie des aires des rectangles. Une somme infinie, on n'écrit pas sigma, on met s. Ça, c'est un s modifié entre a et b, f de x dx. Voilà comment on a étudié cette notation. Ça, c'est la synthèse de tout le chapitre, toutes les propriétés qu'il faut savoir dans ce chapitre.